et tous, bienvenue à la Direction régionale des affaires culturelles. Je voudrais excuser tout d'abord Laurent Roturier, directeur régional des affaires culturelles, qui ne pourra pas être là aujourd'hui. Par contre, je voudrais saluer évidemment mes collègues qui vont intervenir, parce que là, vous avez un bel exemple de la fusion des deux régions, puisque vous avez deux collègues issus du site de Toulouse et deux autres collègues basés à Montpellier qui vont intervenir aujourd'hui pour cette troisième conférence et dernière conférence du cycle des Midis de l'architecture, un cycle qui est intégré au mois de l'architecture. Donc la Direction régionale des affaires culturelles a initié, grâce à un réseau de professionnels de l'architecture, une première édition du mois de l'architecture en Occitanie. Pour ceux qui, justement, sont basés en Aix-Languedoc-Roussillon, ce mois existait auparavant durant 4-5 ans, il fonctionnait très bien, et nous avons décidé de l'étendre suite à la fusion à l'ensemble de la région Occitanie. Donc c'est un mois qui a commencé le 18 mai, il vous reste encore quelques semaines puisqu'il se termine le 18 juin pour pouvoir assister soit à des débats, à des conférences, à des ateliers pour le jeune public, à des visites de chantier, visites de maisons d'architectes, et j'en oublie, les tables rondes, voilà, beaucoup de nouvelles participations pour ceux qui connaissaient déjà ce qui se passait sur l'Aix-Languedoc-Roussillon. Je pense particulièrement à la Ville Bleue qui intègre le mois de l'architecture, qui est un ESAT et qui est en train de s'équiper d'une nouvelle salle de spectacle. Je pense à Rivesaltes qui intègre aussi le programme avec des visites archi donc de l'œuvre de Rudy Ricciotti. Et Languedoc-Roussillon livret lecture aussi qui vous fait l'honneur de parler de la documentation autour de la bibliographie d'architectes. Voilà. Donc j'en viens au sujet d'aujourd'hui. Donc je voudrais quand même remercier tous les partenaires sans qui ce mois n'aurait pas du tout la même couleur. Je pense à l'École nationale d'architecture, mais des deux côtés. Je pense aussi à l'Ordre des architectes, au CAUE. On fête d'ailleurs, j'en profite pour le dire, les 40 ans de la loi sur l'architecture. Et d'ailleurs un double anniversaire, parce que ce sont les 40 ans de la DRAC aussi, des DRAC, cette année. Donc les CAUE, donc, qui sont nés effectivement eux aussi il y a 40 ans. Je pense également aux parcs nationaux, qui sont aussi des partenaires privilégiés du mois. Et toutes les associations, je pense aussi bien sûr, j'avais oublié les maisons d'architecture, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, puisqu'elles n'ont pas encore fusionné. Et puis toutes les associations qui œuvrent au quotidien, je pense à Pierre Vive, à la cuisine du côté de Midi-Pyrénées, à La Fenêtre, le centre d'art, voilà, et autres lieux qui participent, comme par exemple la médiathèque de Frontignan. Voilà, donc aujourd'hui, le Midi de l'architecture s'intitule « Quand les maisons, des villas d'architectes des années 50-70 récemment inscrites, donc quand les architectes construisent pour et par eux et habitent donc leur maison ». Et elle sera donnée, cette conférence, par Josette Clier, chargée d'études documentaires donc à la Conservation régionale des monuments historiques sur le site de Montpellier. Michel François, également chargé d'études documentaires sur le site de Montpellier à la Conservation régionale des monuments historiques. Georges Gonzalves, qui est basé sur le site de Toulouse, chargé d'études, je crois également. Et Marie-Emmanuelle Desmoulins, chargée de la protection. Mais ils sont tous chargés de la protection, de toute façon, au sens large du terme. Voilà, donc je vous remercie. Je voulais vous dire que vous avez à disposition, n'oubliez pas avant de partir, des cartes com qui vous conduisent directement sur le programme du mois de l'architecture sur le site internet de la DRAC. Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, nous avons choisi cette année le musée Soulages, qui donc est une marque de la fusion, puisque Soulages est né à Rodez, mais qu'il habite à Sète et qu'il a une salle ici dédiée au musée Fabre. Donc nous avons trouvé l'idée intéressante de choisir le musée Soulages comme œuvre architecturale emblématique. Nous avons donc fait des petits marque-pages pour annoncer le cycle de conférences qui a été donné donc, et sur Toulouse et sur Montpellier. Nous avons aussi œuvré avec Art de Ville, un partenariat qui nous a consacré non seulement la une, mais un dossier de 10 pages sur le mois de l'architecture. Et enfin, Plan Libre, qui est une édition et un magazine gratuit dont l'éditeur est la Maison de l'Architecture Midi-Pyrénées. Voilà donc tout ce qu'il faut pour
en savoir un peu plus sur l'architecture contemporaine. Maintenant, je vous souhaite une bonne conférence et je passe la parole à Michel François. Oui, juste pour vous dire qu'on a choisi de présenter donc 5 villas d'architectes et j'ai donné comme contrainte à mes collègues de le faire sous la forme d'un péchakucha, une sorte de péchakucha à la mode du monument historique. C'est-à-dire qu'on a minuté les diapos et donc ça va impliquer une cadence qui peut être amusante et qui est contraignante pour ma collègue et enfin, pour nous tous. Donc voilà, ça va être normalement ça va être aussi un peu dynamique parce que c'est vrai qu'on va avoir 5 villas dans l'Hérault, dans Bordeaux-Gare, dans les Pyrénées-Orientales, dans l'Hérault et ensuite dans les Hautes-Pyrénées et à Toulouse. Nous commençons par la maison atelier d'Armand Pellier qu'il a construite à Nîmes. En 1951, il a agrandi son atelier en 1963. C'est un personnage tout à fait singulier qui est d'abord un sculpteur et nous avions écrit un duo avec la collaboration d'Anne-Marie Lianta du CAUE du Gard qui est paru en 2011. Il est épuisé mais il est toujours sur le site de la DRAC. Donc personnage singulier, il naît en 1910 à Marseille, il fait des études à l'école des Beaux-Arts de Paris, il vient s'installer à Nîmes, il n'en bougera pas en 1935 et il suit la formation comme compagnon du devoir pendant la guerre en 1940. Il ne sera agréé en architecture qu'en 1977. Au début de sa vie, il fait essentiellement de la décoration, beaucoup de boutiques, elles ont toutes disparu, des événements, mais en 1940, il achète une carrière à Vers-Pont-du-Gard qu'il appelle la pierre du Pont-du-Gard authentique. C'est un amateur fou des civilisations méditerranéennes, tout particulièrement grecques et romaines, donc ça tombe bien. Cette carrière va assurer sa subsistance en plus pendant toute sa vie et elle continue aujourd'hui, elle a été reprise par un de ses anciens ouvriers. On le voit ici en train de tailler dans sa carrière. Alors il achète une parcelle à Nîmes, non loin du quai de la Fontaine, très étroite mais traversante, ce qui va lui permettre de construire d'un côté sa maison, de l'autre côté ce qu'il appelle encore son atelier, et elles sont séparées par un petit patio entre les deux. Il va utiliser au mieux cet espace et qui répondra à ses besoins pendant toute sa vie. Voici sa maison. Alors il ne s'aligne pas sur la rue, il en profite pour mettre en valeur une terrasse et pour planter aussi un arbre parce qu'il tenait énormément au cyprès. Il va la signer comme signent les sculpteurs. Pellier m'a fait 52, c'est la seule maison qu'il va signer. Et il va la construire bien sûr avec sa pierre, la pierre de sa carrière, la pierre du Pont-du-Gard entièrement. Mais on voit que malgré ce matériau traditionnel, son écriture est très moderne, très directe, très symptomatique. Maintenant, c'est fermé au rez-de-chaussée comme d'habitude. Mais cela n'a pas beaucoup changé l'allure de sa maison. J'ai mis la descente des eaux parce qu'il insiste toujours sur des détails et sur les descentes d'eau ici en terre cuite. Alors cette coupe montre l'agencement. Le garage pour la 2 chevaux en bas avec la petite pièce qui donne sur le patio, la grande pièce au premier étage qui s'ouvre à la fois sur les 2 niveaux et sur la terrasse, et la cuisine et une pièce sur le patio, les chambres en haut donnant uniquement sur le patio. Vous voyez que la façade sur le patio est dégradée, elle rappelle un peu la célèbre maison à gradins d'Henri Sauvage à Paris. Elle est construite beaucoup plus en béton, le béton est plus présent, et donc il a privilégié ces galeries qui permettent d'ouvrir sur le patio. Le patio est conçu comme une véritable pièce de la maison et pour profiter de l'espace, de l'air, et en même temps il en a fait bien sûr une galerie de liaison directe avec la vie professionnelle. Alors dès le rez-de-chaussée de sa maison, on voit sa conception de l'espace, le regard peut traverser le bureau qui est vitré, et si le rideau était tiré, il traverserait le patio vers la maison en face. Il essaie de ménager les liaisons, vous voyez ces 2 grandes marches courbes qui permettent la liaison vers l'escalier. Il utilise de très beaux matériaux, bien sûr. C'est la pierre ici de Tavel qui a de très beaux reflets. Cet escalier, il faut remarquer que c'est le seul élément circulaire dans cette maison extrêmement géométrique et un peu rigide, et il soigne tout particulièrement les premières marches et les marches qui arrivent sur le palier par de très grandes courbes. Ce sont les seules courbes de la maison.
Et cet escalier nous fait arriver dans la grande pièce à vivre qui a un coin cheminée sous un plafond en bois assez bas. Toutes les pièces ont des plafonds assez bas avec Pellier qui lui-même était assez petit, il faut le dire. Et elle ouvre ensuite vers cet espace à la fois en hauteur et en largeur vers la terrasse. La terrasse, là aussi, est conçue comme une véritable pièce de la maison. On la voit, le fait que les murs soient en pierre du Pont du Gard et se poursuivent sur la terrasse accentue cette liaison. On a aussi besoin dans ces pièces qui sont assez petites d'espace où l'on respire. C'est le principe que Le Corbusier a appliqué aussi à la cité radieuse, par rapport à des pièces qui peuvent paraître un peu confinées. La même pièce vue vers le coin cheminée, on voit la présence qu'apporte la pierre, la chaleur aussi à cause de sa couleur, qui fait que, voilà, cela habille les murs, il n'y a besoin d'aucun mobilier, et c'est bien ce que souhaitait Pellier, et heureusement la propriétaire actuelle respecte et même magnifie tout à fait l'esprit et l'écriture de Pellier. Je montre la cuisine parce qu'il s'intéressait à tout et il pensait les espaces de rangement de la manière la plus pratique possible, avec des matériaux très modernes mais en même temps de très bonne qualité. Le formica de la cuisine est de très belle qualité, idem pour la salle de douche du rez-de-chaussée. Il concevait absolument tout dans un esprit de pratique. Le voilà dans le patio avec sa femme. Donc je dois dire qu'il n'a jamais quitté cette maison, ni quand il a eu un enfant, ni à la fin de sa vie quand les finances étaient beaucoup plus prospères grâce à la carrière d'ailleurs. Il a toujours mené une vie simple et même austère, issue d'une éthique que je dirais issue de sa formation auprès des compagnons du devoir. Et il a donc conservé cette maison toute sa vie. Mais en 63, il décide de reprendre, de transformer ce qu'il appelait encore atelier, parce que du temps où il était statuaire, décorateur, transformer en bureau. Et de cette façade un peu quelconque, il va dessiner une nouvelle façade très articulée, très basée sur les contrastes d'ombre et de lumière, mais toujours basée sur la silhouette humaine, un peu comme le modulor de Le Corbusier. On la voit ici, donc toujours la pierre du Pont du Gard, ce matériau traditionnel, mais traité ici de manière très moderne, une façade dissymétrique, avec un grand auvent servant de corniche, masquant aussi les tuiles qui sont obligatoires en centre-ville, créant de grands trous d'ombre, les menuiseries obliques qui viennent couper la grande rigidité. Tous ces travaux, je crois, pour construire ce grand plan incliné qui occupe très exactement le tiers de la surface, qui est évidemment une référence ou qui évoque la grande spirale du musée Guggenheim que Frank Lloyd Wright construit à New York et qu'il construit aussi en béton brut de décoffrage qui s'oppose fortement avec ces murs qui sont construits en pierre. Ici, ce sont des moellons bruts qui accrochent très diversement la lumière, et il a ajouté une grande cheminée en métal. Pour toutes les cheminées, il s'adresse à son ami compagnon serrurier Daniel Souriou qui les conçoit en fonction des lieux. Et ces cheminées ont une particularité, c'est que vous voyez le dernier niveau entièrement ouvert où le regard embrasse toute la surface. La hotte de la cheminée peut se relever et cela libère encore l'espace ou se rabaisser pour moduler cette sensation d'espace. Vous voyez les laves au sol avec un nouveau matériau qui contraste encore avec la pierre. Ce plan incliné servait pour les réceptions culturelles de Pellier. Tous ses clients, qui sont devenus des proches, des amis, nous ont parlé de ces soirées chez lui. On parlait musique, on parlait peinture, on parlait art contemporain, on parlait voyage. Et Pellier ne se contentait pas de construire des maisons, il incitait ses clients.
pour le mobilier, pour la peinture. Il va reproduire ce plan incliné à la Maison des Compagnons, toujours en béton brut, de décoffrage, et dans une grande villa, parce qu'il faut de la place pour que cette espèce de sculpture sinueuse se développe dans la pièce. Elle est là en bois, en lamellé collé. Et il va également en construire un exemplaire à la Maison des Compagnons de Saint-Étienne. Alors là, on est en béton brut de décoffrage, bien sûr, dans un espace triangulaire éclairé par un jour zénital rond qui est d'un effet absolument saisissant. Il va construire aussi l'immeuble Le Mistral à Nîmes, qui lui est beaucoup plus controversé à Nîmes, avec ses fenêtres très bizarres. En fait, on est façade nord et c'est pour rechercher le maximum de lumière. Mais c'est peut-être dans ces villas qu'il construit que se développe le mieux son art, surtout dans la relation entre l'extérieur et l'intérieur, la continuité entre les deux éléments. On le voit par les modes de construction, les grandes poutres qui se poursuivent à l'extérieur, les murs de refend qui se poursuivent. Et il emploiera aussi, plutôt à la fin de sa vie, il construira sur de grandes courbes très amples que l'on peut voir à cet hôtel situé entre Arles et Saint-Gilles, toujours le contraste Pierre Dupont du Gard béton, toujours cette ouverture vers l'extérieur, cette interpénétration entre l'extérieur et l'intérieur due à toutes ces vitres. Alors il faut penser que tous ces grands espaces ont été conçus dans ces tout petits bureaux, qui sont vraiment assez réduits, de la rue Adrien de Nîmes. Aujourd'hui, c'est une maison privée, la propriétaire est très respectueuse, mais quand même, elle a dû modifier l'intérieur, créer une cuisine et une salle de bain, et nous l'avons labellisée en 2011, je crois. Voilà. Donc, à Canet-en-Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales, l'architecte Ferry de Muchir a construit pour sa famille une villa qui est assez étonnante et qui garde incontestablement la touche moderne que présentait la station dans les années 50. Cette villa a été protégée au titre des monuments historiques. Alors, Feridoum Khan Muchir Uzour est né en 1906 à Perpignan. Son père était un diplomate persan et sa mère une Joffre de Rivesaltes. Ils se sont rencontrés à Constantinople. Quant à Ferid, qui a été élevé à Perpignan, il a fait ses études à l'école des Beaux-Arts, des Arts décoratifs, de 1925 à 1931 à Paris. Donc en fait, il a fait sa carrière à Perpignan pendant plus de 40 ans et il a laissé une marque vraiment reconnaissable dans le paysage urbain. Selon Thierry Lochard, qui a écrit un article sur l'esthétique beaux-arts à Perpignan dans ces années-là, du pittoresque de l'esthétique beaux-arts jusqu'au pittoresque, c'est une personnalité. Muchir est une personnalité surprenante dans le milieu architectural. Alors il se confronte à des programmes d'immeubles, de maisons de ville, et où on retrouve en fait son goût pour des élévations dissymétriques et des plans nouveaux. En fait, il mélange la sophistication art déco, le régionalisme vernaculaire et le modernisme. Il a beaucoup construit aussi des villas de villégiature en Cerdagne et sur la côte. Et donc à Canet-Plage, qui est une station balnéaire toute proche de Perpignan, puisque le tramway était relié à cette ville de balnéaire dès le 19e. En 1939, il construit un groupe de 22 maisons de week-end qui ont été remarquées par la critique architecturale. C'est des maisons économiques en bois. Elles ont été publiées dans une revue nationale, l'architecture d'aujourd'hui. Et dans ce lotissement, il possédait une maison. Et puis, après, avec le développement de la station, il achète un terrain sur la plage en 56 et il édifie pour sa famille et la famille Gourbeau 2 villas mitoyennes que vous voyez ici. En fait, si les plans de sa maison ont disparu, celles de la famille Gourbeau qui sont conservées montrent qu'en fait, ses clients n'ont pas souhaité garder toutes les innovations qu'il proposait et que lui a choisi de faire dans sa propre villa. Donc cette villa, on voit Muchir ici dans la pièce, dans le vivoire. C'est un peu un condensé de son art d'architecte. En fait, c'est un moderne, il utilise le béton, il utilise le plan libre, les pilotis, les grandes baies, la toiture inversée. Il appartient en fait à une époque éprise de liberté, de loisirs et de progrès.
Donc, en fait, s'il reprend en grande partie les 5 points de Le Corbusier, sa sensibilité au modernisme des avant-gardes, d'après Thierry Lochard, est exprimée dans cette villa de façon très libre, ce qui n'était pas le cas dans les villas qu'il réalisait pour des commanditaires. On voit sa femme et ses enfants ici sur la terrasse. Donc c'est une villa qui est construite sur une petite parcelle de 180 mètres carrés. Elle a une façade très étroite de 10 mètres. Et alors, afin d'éviter les élévations répétitives sur la rue, enfin sur la mer, Muchir ne juxtapose pas les toitures à pente inversée, mais au contraire les met perpendiculaires. La maison, sa propre maison, donc, est élevée sur 2 étages, sur un rez-de-chaussée complètement transparent. La façade, en fait, est scindée en deux par cette pente inversée de la toiture, qui donne en fait un côté asymétrique, et le grand V de la toiture qui plonge dans une pile qui récolte les eaux et donne en fait toute l'originalité à cette maison qui aujourd'hui est enserrée dans des immeubles hauts, que je ne vous montre pas trop, mais voilà, ça modifie la perception qu'on en a. En tout cas, il est clair qu'il y a également au premier abord les très grandes baies vitrées qui font toute la façade. Le rez-de-chaussée, lui, il est entièrement ouvert au regard. Sur les plans, on voit bien que c'est l'emplacement prévu pour ranger la voiture et le bateau, et aussi pour jouer à l'abri du soleil dans cet espace qui est très aéré. Vers la plage, les grilles qui sont d'origine apportent un jeu de diagonale qui dialogue avec l'escalier et la rampe. En fait, il est placé en diagonale, cette espèce d'escalier en arête de poisson, et il vient curieusement en buter contre le muret de clôture qui existait d'emblée, dès la création. Le pilier central, qui est de section polygonale à ses arêtes, est traité en biais, ce qui donne de la légèreté. Et le balcon, que vous voyez en surplomb, est appuyé sur un léger tube métallique en U. Alors, au rez-de-chaussée, en fait, on a une sorte de tension entre la rigueur constructive du système porteur sur pilotis et puis la souplesse des tracés. En fait, la distribution se fait vers l'arrière, vers les pièces de commodité, et avec un côté plus intimiste, au fond, vers le petit jardin. Le garage se poursuit par une courbe qui est traitée, et il a même réussi à insérer une chambre de bonne au rez-de-chaussée. Alors, un balcon terrasse s'avance en diagonale au sommet de l'escalier échelle. Son surplomb accentue le caractère moderne et la fantaisie de cette façade. Et là, il était en plus bien visible du fait qu'il y avait une peinture jaune qui mettait en valeur le balcon jusque sur la villa mitoyenne. L'accès à l'étage habitable se fait en haut de l'escalier extérieur par la terrasse et par cette porte-fenêtre bleue que vous voyez, mais qui en fait n'est pas une porte d'entrée, c'est la porte sur le balcon. Par contre, le dessin qui est assez élégant du garde-corps de la terrasse, il est sur une courbe légère, et on voit bien que Muchir a joué avec les lignes. Alors à l'arrière, la façade est complètement différente, et au V du toit est suspendue une masse avancée au 2e niveau, qui était mise en valeur bien davantage par la peinture jaune qu'il y avait à l'origine, dont on voit des traces à la sous-face cette partie qui correspond à la mezzanine est ouverte avec une grande baie en longueur. Alors, l'élément marquant de la partie arrière, c'est une cour circulaire qui fait en fait 6 mètres de diamètre. C'est une cour jardin, et tout semble tourner à l'intérieur, que ce soit l'escalier, la terrasse, les pièces. Et en fait, on a l'impression que c'est un percement de la terrasse qui est destiné en fait à jouer sur la lumière. La lumière est très abondante en Roussillon. Et alors, Muchir la travaille, elle la sculpte en fait, et on a des impressions de trous de lumière cernés par des zones à éclairage plus doux, et Muchir y joue avec les courbes et les droites de façon assez raffinée. Les accès à cette maison, qui est une maison de vacances, qui est une maison de plein air, de plage, se fait entièrement par l'extérieur. On accède uniquement par des escaliers extérieurs, ici dans la cour derrière, le cour jardin. Et dans cet espace protégé du soleil, il a
fait un petit rappel avec ce banc en schiste, puisque, je vous l'ai dit au début, Muchir utilise à la fois les éléments de la modernité et du béton, et puis des éléments plus catalans, plus roussillonnais. Donc l'intérieur est très ouvert, on pénètre directement dans la pièce qu'il appelait le vivoire, qui est une grande pièce qui occupe toute la façade et qui se développe en hauteur jusqu'au toit. Elle est coupée seulement par une mezzanine qui délimite un bloc de pièces avec une cuisine centrale et deux chambres de chaque côté. Alors Muchir, en fait, traduit ici sa vision unie de la vie familiale qui s'épanouit dans des espaces ouverts, des espaces de convivialité. Bon, évidemment, on est dans une maison de vacances, ce qui est quand même accentué ici, mais en concession au régionalisme catalan, la cheminée que vous voyez, et qui est placée en schiste et qui est placée de façon assez étonnante au bord de la baie vitrée, en bas de l'escalier. Alors, visuellement, en fait, seules les chambres sont fermées. Elles sont fermées par ces panneaux coulissants plastifiés jaunes d'origine. Donc, il y a deux chambres fermées par les panneaux coulissants et au milieu, la cuisine qui bénéficie de la transparence des baies vitrées jusqu'à la terrasse ouverte à l'arrière. Donc, on a une grande fluidité. Alors évidemment, ces couleurs jaune et bleu par taches très très franches sont très années 50. Et dans cette cuisine, symbolique d'une vie nouvelle avec des contraintes allégées, le plan de travail est placé en biais et il se prolonge à l'extérieur dans le vivoire comme une espèce de langue de carrelage. Et on remarque que malgré la symétrie apparente quand on est sur place, toutes les lignes, il a fait un énorme travail sur les diagonales. Donc si la comparaison pour cette villa a été, on est obligé de la faire avec Royan, qui est la seule ville en France à avoir un vrai corpus d'architecture années 30 années 50 aux effets graphiques. On voit que à Canet, par exemple, toutes les villas que Muchir a construites sont dans un style beaucoup plus traditionnel puisqu'il obéissait à la commande de ses clients. Et donc, il est clair qu'ici, il a donné libre cours à sa fantaisie. Et si vous voulez retrouver cette villa et ses habitants, puisque le caractère exceptionnel qui a justifié aussi le classement, c'est l'état d'authenticité de cette maison, puisqu'elle est restée dans la même famille, dans la famille de l'architecte, qui lui apporte un soin jaloux, que vous pourrez donc retrouver sur un film de On dirait le Sud, et qui est disponible sur le site de la DRAC. Et puis il y a un petit article dans Chantier que vous pourrez récupérer ici. Alors, j'ai la redoutable tâche, moi, de présenter la maison de l'architecte Claude-Charles Mazet à Béziers devant son fils, c'est donc sa propre maison, qui est architecte aussi. Alors, voici la photo de l'architecte devant sa villa. Il a un parcours lui aussi atypique parce qu'il est autodidacte et il a été agréé par la reconstruction en 1944 et il va décider en 1952 de construire sa villa au milieu des vignes, bon maintenant il n'y a plus du tout de vignes, qu'il appelle la Villa Saron, qui évoque la plaine des roses et qui est citée dans l'Ancien Testament. Mais sa carrière proprement dit commence en 50 quand il construit cette école prototype à Saint-Dionysie et grâce à son procédé Delta, il va tenir les délais, 44 jours, les devis et cette construction va être publiée dans de nombreuses revues dont Rapport France-États-Unis dès 51, ce qui va lui donner une certaine notoriété. Alors, son principe, c'est quoi la construction delta? C'est par rapport à l'orientation du soleil. On voit que les pièces sont conçues de telle manière que le soleil rentre très profondément jusqu'au fond des pièces en hiver. Il n'y rentre pas du tout l'été. Par contre, l'ouverture des fenêtres hautes permet que l'air frais puisse circuler et ventile la pièce. Alors que l'hiver, c'est de l'air chaud qui monte. Il va utiliser bien entendu ce procédé pour construire sa villa et donc la façade sud de ce qu'ils appellent le bloc vie est constituée par ces fenêtres qui sont des fenêtres obliques dans une ossature de béton encadrée par des murs de pierre avec un deuxième bloc à l'arrière que l'on verra sur le côté. Alors la vue actuelle, elle n'a pas beaucoup changé. Les fenêtres, bien sûr, ont été changées, mais ce que l'on repère surtout, c'est l'agence
tout de suite après sa villa en 53, il construit ses bureaux derrière qui seront transformés, agrandis, etc. et qui ont un toit traditionnel, qu'on aperçoit le pignon, avec les tuiles qui semblent coiffer cette maison. Alors sur cet angle, on aperçoit bien le bloc vie, et le bloc arrière qui est couvert avec un toit en pente inversée et qui abritait les chambres, qu'il appelait le bloc repos. Entre les deux, ce mur de pierre et surtout la porte d'entrée qui est en retrait, qui est complètement cachée, mais qui fait évidemment l'articulation entre ces deux blocs relativement distincts. On le voit bien sur le plan, il l'appelle le hall d'entrée, la véritable plaque tournante, et c'est vrai que cela permet d'accéder soit au plein sud, au bloc vie avec le séjour, soit à l'arrière, les bureaux, les services, le garage et surtout les chambres à l'étage. Donc il l'appelle le bloc repos. Il y a un seul niveau et c'est ce bloc-là qui a un niveau qui comprend toutes les chambres. Alors, il fait 5 chambres, il a 5 garçons, toutes identiques, donnant à l'est. De l'autre côté, la chambre des parents, les salles d'hygiène, comme on appelait à l'époque, et l'escalier, vous le voyez, il est réduit dans le module d'une petite chambre. Alors, il décrit son plan comme un planeur. C'est très joli. Et voici la façade de ce bloc repos avec ses 5 chambres à l'étage dont les fenêtres n'ont pas été modifiées, donc qui conservent son allure assez symétrique, rigoureuse. Et la porte d'entrée, donc, que l'on voit, celle que l'on voit, elle a été rajoutée bien sûr pour améliorer les normes énergétiques de la maison. Voici son système de fenêtres pendulaires. Elles s'ouvrent automatiquement, mais on peut également les ouvrir à moitié et les maintenir, comme l'on voit sur l'image. On peut aussi les renverser complètement pour les nettoyer, ce qui est un détail qui n'est pas tout à fait innocent, et elles peuvent être à double vitrage. Elles sont généralement en bois, conçues en bois, et donc elles sont en place encore dans cette maison. Cette maison est construite avec en béton prémoulé à l'extérieur, transporté et assemblé sur place. Donc ces brises-soleil verticaux et horizontaux qui, avec les fenêtres pendulaires, constituent la façade sud et lui donnent cette esthétique très caractéristique et en même temps très reconnaissable. Voici la façade ouest du bloc repos. Donc elle est dissymétrique parce qu'il n'y a que la chambre des parents qui a les fenêtres pendulaires. Tous les salles de service, l'escalier, ont des petites fenêtres rectangulaires, comme un petit jeu de cubes. On aperçoit aussi le mur en lave, qui est le mur qui cantonne le bloc vie que l'on voit ici. Merci pour ces photos d'époque qui nous restituent les couleurs, parce qu'il a écrit dans un article sur le fait que ces couleurs étaient très fonctionnellement étudiées. On voit qu'ici, cette pièce resplendit de lumière. On voit aussi que c'est l'hiver, parce que le soleil arrive exactement jusqu'au fond de la pièce. Et la pièce séjour avec le mur latéral en pierre. À l'intérieur, il est en calcaire rose, alors qu'il est en lave noire à l'extérieur. Petit rappel, la cheminée est en lave noire. Et on voit ces fenêtres pendulaires, obliques, et toujours les couleurs vives. Alors c'est un élément qui a disparu aujourd'hui, où on aime le blanc, mais enfin quand même, ça n'a pas beaucoup changé, et elle reste, comme il l'écrivait, une pièce entièrement ouverte à la vie extérieure. C'est dû bien sûr aux fenêtres, mais également à ce mur qui se prolonge vers l'extérieur et qui induit une véritable transition entre l'intérieur et l'extérieur. La cheminée a été enlevée. Alors l'escalier, avant, aujourd'hui, il reste en place. C'est un escalier tout simple, donc vous l'avez vu, assez confiné, une sorte d'échelle en chêne avec les marches en vinyle, une main courante en brique, en cuivre, pardon, sur fond rouge. Le fond rouge, je pense que les propriétaires actuels ne vont pas le garder très longtemps, malheureusement.
Alors à l'arrière de sa maison, je vous le disais, en 53, il construit ses bureaux, d'abord en rez-de-chaussée, et puis il construit l'étage en 58, et puis l'ensemble est transformé en 63 en appartement, mais l'ensemble, alors c'est couvert en briques ici, en tuiles ici, mais l'ensemble n'a pas beaucoup changé, les fenêtres sont en place, c'est ce qui donne ce cachet tout particulier à cette architecture. Cette villa est publiée dans Architecture d'aujourd'hui en 55. Je vous rappelle que c'est la revue de référence pour l'architecture contemporaine qui permet de le faire connaître, et il y développe sa théorie des fonctions, des couleurs fonctionnellement adaptées aux pièces, c'est son procédé delta bien sûr, et ses fenêtres pendulaires. À la même époque, il va construire d'autres villas. Celle de Nîmes n'est pas vraiment modifiée, celle de la Bastide de Rouerou. Le toit plat a été remplacé par un véritable toit, mais elle a gardé ses fenêtres, et donc cette esthétique très caractéristique posée sur ces blocs de pierre, posés et cantonnés par une construction de pierre. Alors il a beaucoup construit d'écoles à la suite du succès de Saint-Dionysie. On le voit à Sète ou à Lignan-du-Vent. Elles sont très reconnaissables. J'ai montré une vue de l'intérieur parce que dès le départ, ce qui a fait son succès, il était très attentif au confort, à la lumière d'abord, et au confort et à l'hygiène des enfants, et il a dessiné également le mobilier. Mais c'est peut-être dans le milieu médical qu'il va le plus construire, parce qu'il a mis au point une salle d'opération chirurgicale hexagonale, baptisée Hexamazé, qui sera présentée aux entretiens de Bichat en 58, à des expositions internationales de 59-61, et que l'on retrouve bien sûr dans de nombreuses cliniques qu'il a construites dans la région. En bas, c'est la clinique mutualiste de Béziers, qui n'a pas été trop modifiée. Celle de Saint-Privat, toujours à Béziers, est aujourd'hui moins reconnaissable. Celle de Carcassonne, la clinique Montréal, elle est aujourd'hui noyée dans un environnement qui n'était plus du tout celui-ci. Les architectures hospitalières évoluent beaucoup, s'agrandissent aussi beaucoup, et au détriment quelquefois de la construction première. Mais on voit à Toulouse que la clinique du Parc s'est énormément agrandie, et pourtant on retrouve une façade avec ses fenêtres, et il reste aussi la très grande clinique construite à Pessac, la clinique mutualiste, qui est aussi très peu modifiée, qui garde donc son procédé de construction qui le caractérise. Dans le domaine de l'architecture des logements, il va construire la Cité verte à Béziers, qui sera publiée dans le même numéro de l'architecture d'aujourd'hui, et où il développe sa conception de la terrasse-jardin, et il explique que lui, il a conçu chaque appartement un peu comme une villa, avec le maximum d'isolation et thermique, et qu'il empile. Je conclus en revenant sur sa très belle villa pour dire que, vous voyez, elle reflète vraiment sa façon de construire, son esthétique qui elle-même est basée sur son procédé. Elle est un tout petit peu menacée à l'heure actuelle, de manière paradoxale, par les normes énergétiques. Donc nous nous transportons donc dans les Hautes-Pyrénées, à côté de Tarbes, donc pour étudier l'œuvre d'un architecte, Edmond Lay, qui est quelqu'un d'assez paradoxal finalement, puisqu'il a un très fort ancrage dans son terroir, dans les Hautes-Pyrénées et plus largement en Aquitaine, disons, alors qu'après ses études à l'école des Beaux-Arts de Paris, il s'est formé aux États-Unis, il a rencontré Wright, et il s'est formé auprès de Paolo Soleri à Scottsdale en Arizona. Arrivé à Tarbes, il retourne en France avec sa femme, ses enfants, et il a à faire face à sa première commande, qui est la commande d'un ensemble d'appartements qui s'appelle le Navarre à Tarbes, qui est labellisé depuis quelques mois. Et donc il choisit pour lui et sa famille de s'installer, si j'ose dire, à la campagne, donc à Barbazan-de-Bas, quelques kilomètres de Tarbes, où il construit à la fois son atelier et sa maison, sa résidence.
Au contraire des deux exemples que Josette Cliet nous a montrés, il n'y a pas vraiment de lien structurel entre l'atelier et la maison, puisqu'il y a environ 400 mètres de distance entre les deux. L'atelier, vous avez vu très rapidement donc comment il se présentait. J'en profite pour vous dire que, au contraire de la maison, qui vous le verrez sur un plan très libre, il y a quand même une certaine orthogonalité qui subsiste dans la maison, dans l'atelier. Ce qui caractérise leur approche de la maison, en revanche, c'est la richesse dans l'emploi des matériaux, puisque Edmond Lay mêle à la fois le verre, le béton, le bois. Vous le voyez ici à l'intérieur de l'atelier, avec notamment pour les cloisonnements un emploi systématique du bois, mais aussi ces grandes, si j'ose dire, ces grandes barres de béton, mais qui sont traitées de manière assez riche, puisqu'il y a des incrustations de céramique rouge et bleue, donc qui apportent un élément décoratif. Donc un grand soin apporté à cette mise en œuvre des matériaux. Autre caractéristique qu'on retrouvera dans la maison, c'est l'interpénétration, vous le voyez, par les grandes baies vitrées inclinées au fond, l'interpénétration entre l'intérieur et l'extérieur, et aussi le jeu sur les volumes, sur les niveaux, avec ce que l'on appelle, ce que vous apercevez donc à peu près au fond de la diapo, ce qu'on appelle, et que vous voyez là mieux, ce qu'on appelle la fosse, c'est-à-dire un endroit très enfoncé, que l'on retrouvera dans la maison, mais qui n'a pas les mêmes fonctions. À l'atelier, bon, c'était un grand espace de travail, mais c'était aussi l'endroit où Edmond Lay rangeait son bateau de plaisance. Donc, j'insiste à nouveau donc sur cet emploi des matériaux. On passe à la maison. Vous voyez un plan très libre, si j'ose dire, qui exprime bien le fait que quand on est dans cette maison, on est un peu désorienté, on ne sait jamais à quel niveau on se trouve, si on est au rez-de-chaussée, à l'étage. Le plan cadastral actuel donne bien une idée de ce côté un peu presque déstructuré. Autre élément, je ne sais pas si vous l'apercevez sur la diapo, mais on le verra tout à l'heure, on est déjà donc à une vue extérieure de la maison qui est à la fois très ouverte, vous le voyez sur l'extérieur, parce que grande baie. Il faut savoir que de cet endroit, on a une vue panoramique extraordinaire sur le pic du Midi, sur l'ensemble des Pyrénées, mais à la fois, elle est très enfoncée dans le sol. On le voit ici, bon, il y a une j'insiste à nouveau sur cette notion d'interpénétration intérieure-extérieure, avec des éléments que vous retrouverez. Vous verrez qu'à l'intérieur de la maison, on a d'énormes blocs erratiques qui ont été intégrés à la construction. Sinon, vous le voyez donc un grand volume très allongé, apparemment très bas, qui a presque tendance à se fondre avec le terrain naturel. Un côté peut-être un peu plus geste architectural, maison sculpture pour l'extrémité ouest de la maison, donc avec cette grande avancée en béton. Mais on voit aussi une des caractéristiques indétiques d'Edmond Lay qu'on retrouvera dans d'autres créations, notamment des créations publiques, comme c'est-à-dire l'intégration de galets. Ce sont des galets du Gave de Pau, des galets de la Doue qu'on retrouvera aussi dans des immeubles. Et donc toujours la même chose, bon, je me répète un peu, donc on ne sait jamais trop si on est à l'intérieur ou à l'extérieur. Ici, on a une vue sur la porte d'entrée de la maison, qui est inclinée elle-même, et qui donne un peu sur un espace un peu intermédiaire. On voit une voiture qui est à la charnière entre la maison proprement dite et une sorte de studio un peu à part. À côté, on était dans le salon principal. Donc on a à nouveau deux vues un peu qui donnent cette interpénétration intérieure-extérieure. Vous le voyez aussi, l'emploi systématique noyé dans le béton de ces gaves, c'est de l'autoconstruction pratiquement. Edmond Lay le dit lui-même, je ramassais des galets, je fondais je coulais le béton, et toujours ces grandes baies inclinées ouvrant sur l'extérieur. Autre caractéristique aussi, l'interpénétration entre les étages. Ici, la vue est prise d'une sorte de coursive qui dessert des chambres qui ne sont pas des chambres, qui sont des élargissements de cette coursive qui donnent en contre-plongée sur ce qu'on peut appeler le rez-de-chaussée, qui lui-même ouvre sur la nature et sur le grand paysage. Une autre vue donc de ce grand salon du rez-de-chaussée.
j'en profite pour vous signaler que les meubles ont été dessinés par Edmond Lay, et donc évidemment qui se conforment un peu à ce côté justement non orthogonal des lieux, puisque par exemple on a des lits hexagonaux qui s'adaptent au lieu. Bon, vous avez ici donc une autre vue du salon, et au fond, en rappel un peu à l'atelier, mais bien que ce soit dans un espace beaucoup plus petit, on a aussi une fosse, c'est-à-dire un peu un espace d'intimité qui est creusé en contrebas et auquel je n'ai pas de photo, mais auquel on accède par un escalier qui est fait de marches triangulaires qui s'imbriquent. Mais malheureusement, je ne pense pas avoir de bonnes photos de la chose. Si on voit là, on est dans le fond de cette fosse dont je vous parle, et vous voyez un de ces blocs qui sont construits, qui sont intégrés à l'intérieur de la construction, et qu'on retrouve aussi sur la terrasse, à l'extérieur de la maison. Que vous dire encore, bon, ces blocs, on les trouvera à l'étage aussi. Voilà, si on aperçoit un peu le petit escalier dont je vous parlais, toujours à nouveau ce côté très très nature. Bon, on a du béton, mais on a aussi ces énormes galets, mais qu'on retrouvera dans des programmes publics, comme par exemple les bâtiments de l'IUT de Tarbes, donc des choses beaucoup plus importantes. Edmond Lay, bon, je vous le dis, c'est quelqu'un donc qui malheureusement est encore assez peu connu, bien que des gens comme par exemple les responsables de l'association Parcours d'Architecture fassent beaucoup actuellement pour faire connaître son œuvre, et notamment pour la sauvegarder, puisque l'atelier est actuellement dans d'assez piteux état. Bon, un excursus pour vous montrer justement ces cheminements intérieurs qui font qu'on ne sait jamais trop finalement sur quel espace on va déboucher, sur une chambre, sur un espace. C'est un peu sur une chambre, voilà, je vous parlais de ces chambres, de ce mobilier assez particulier. Donc, vous voyez, ce n'est pas une chambre, c'est un balcon au-dessus du rez-de-chaussée. Donc, vous voyez un peu la pente du toit. Là, juste peut-être un peu vous dire en tant que donc vous le voyez un peu toujours une autre chambre avec toujours, j'insiste, à la fois donc la richesse d'emploi des matériaux, à la fois naturels et donc très contemporains. Vous voyez l'immersion quand même de la lumière, bon, la fusion avec l'extérieur, bon, qui est accentuée par le fait que des plantes sont disposées aussi à l'intérieur de la maison et jouent avec la végétation extérieure. Là, nous arrivons donc dans cette dernière diapositive pour vous montrer, c'est la chambre de Monsieur et Madame Lay, donc avec là aussi, donc on est à l'étage avec là aussi deux énormes sortes de menhirs. Bon, vous voyez le lavabo, puis en contrebas dans une sorte de petite fosse, on a donc la partie salle de bain proprement dite. Bon, c'est une conclusion un peu abrupte, mais peut-être pour vous dire que Monsieur et Madame Lay, donc Edmond et Claudine Lay, habitent toujours cette maison, qu'ils vous y reçoivent toujours très chaleureusement, que donc la maison et l'atelier sont inscrits monuments historiques depuis l'an dernier, et qu'il y a un vœu de classement pour ces deux édifices. Voilà, je vous remercie. Donc Bernard Bachelot est né en 1930 à Constantine. Il a fait ses études d'architecture à l'École des Beaux-Arts de Paris. De retour en Algérie, de 59 à 62, il n'a le temps de réaliser que deux projets, un immeuble et une villa. Au moment de l'indépendance, l'architecte Louis de Marème l'accueille à Paris. Bachelot avait suivi pour lui les travaux de la cité administrative du Rocher Noir à Alger en 1961. En septembre 62, on lui confie la conduite des chantiers des HLM à Toulouse, où il ouvre son agence et où il continuera à travailler toute sa vie. À partir de 1970, il va réaliser un grand projet immobilier, d'abord de 800 logements collectifs, dont 2 tours remarquables, un stade et des villas. Grâce à ses relations avec Georges Eram, qui est alors président du TOEC, qui est réputé pour son club de rugby. Situé rive gauche, au-delà des anciens terrains militaires de la cartoucherie, l'opération se déroule sur des terrains agricoles. Le groupe de grandes villas se trouve au bout d'une impasse et qui sont situés en bordure du périphérique, qui est encaissé à cet endroit-là. Bachelot va créer plusieurs plans types adaptés à différentes situations familiales. Les surfaces de terrain vont varier entre 70 et 275 mètres carrés. Donc là, c'est une vue
c'est une vue générale du lotissement et avec l'accès vers l'espace central. Toutes les maisons sont en rez-de-chaussée avec parfois un étage en belvédère comme à ce niveau-là. Et toutes les maisons sont recouvertes avec les mêmes matériaux, un enduit assez rustique. Ça, c'est la maison Bachelot qui fait 220 mètres carrés de superficie. Il y avait 11 villas qui avaient été construites et tous les propriétaires se connaissaient et étaient proches du club de rugby. Ces parties en étage permettent de rompre la monotonie. Donc la maison des Bachelot est une maison qui est la partie centrale est de forme carrée avec de part et d'autre 2 ailes qui s'y accrochent avec donc dans cette partie-là une chambre et un garage et dans la partie est un grand garage qui donne sur un auvent qui servira de salon d'été. On pénètre tout de suite par un hall d'entrée qui va donner à la partie séjour et ce hall permet de distribuer d'un côté à la cuisine et de l'autre les espaces de nuit et cette partie d'entrée est la partie à un étage. À l'étage il y a une chambre d'amis et elle est éclairée par 6 petites lucarnes qui sont assez graphiques. Donc l'escalier qui distribue donc cet étage-là est un escalier en vis, en bois, qui a été conçu par Bachelot sans aucun garde-corps. Et le temps venant, son oncle ne pouvant plus monter, il a daigné mettre cette petite lisse là en fer forgé. Et quand on a visité la maison, Madame Bachelot venait de se fouler la cheville parce qu'elle était tombée. Et elle nous a raconté que toute sa vie, elle avait eu peur que ses petits-enfants tombent parce que ça continuait jusqu'à la cave. Donc on a une grande salle de séjour qui est traversante sur le jardin, mais qui est séparée en 3 espaces. Donc le grand salon traversant. Sur la gauche, on a la salle à manger et derrière, on a un salon qui est plus intime. Ces parties à vivre sont couvertes avec du marbre beige qui est d'assez bel effet. Donc là, c'est le petit salon plus intime qui est encaissé par rapport au niveau général de la maison et qui est tapissé de liège. Et Madame Bachelot nous a raconté que ça rappelait à son mari la Kabylie dont il était originaire. Et donc toute une partie du mur sud est tapissée de ce liège-là qui répond au sol où le marbre a été laissé, n'a pas été complètement poncé, où il y a les aspérités, enfin les trous dans le sol qui sont encore apparents. Ça nous permet aussi de voir les poutres en béton qui sont apparentes et qui sont portées par 3 grands piliers recouverts de briques, parce que je suis toulousaine, de pierre, et qui permettent de donner les différents espaces de cette grande salle-là. Donc un élément conçu par Bachelot, qui est cette bibliothèque, qui sépare la salle à manger du petit salon, qui a été dessiné en plaque, enfin qui a été construite en plaques de verre, tenues par là, on les distingue par des tenons en bois et qui est très graphique et qui est extrêmement bien réussi. Donc là, la salle à manger qui communiquait avec la cuisine par cette cheminée-là qui servait aussi de passe-plat et qui ouvrait par cette grande baie sur l'espace avec auvent qui faisait salle à manger d'été. Il existait Bachelot avait conçu une autre cheminée. En fait, il avait prévu les conduits d'une cheminée dans le petit salon parce qu'il pensait qu'une maison ne pouvait se vendre que si elle avait une grande cheminée. Alors, la cuisine qui, comme le regrette Madame Bachelot, n'était pas fermée parce qu'elle c'était une grande cuisinière, elle aurait aimé une grande cuisine fermée. Il lui a fait une petite cuisine en L autour de l'escalier en vis. Alors c'est le seul endroit où on a vraiment des couleurs comme ça un peu primaires, un sol en faïence rouge, le mur peint en bleu avec tous les aménagements d'origine, des super beaux formica très solides. Alors on passe à l'extérieur sur la face sud qui est très différente de la façade nord, la façade extérieure, qui est très ouverte avec ces grandes baies, qui sont des baies avec des huisseries en bois, qui sont coulissantes et qui passaient derrière des panneaux, qui passent derrière des panneaux en bois. Et derrière ces panneaux en bois qui sont peints en blanc, on peut aussi tirer les volets. Donc on en a 2 pour le
2 qui correspondent au salon, 1 pour la chambre des parents. Et cette façade est très marquée aussi par l'horizontalité de cette corniche en béton moulé avec un très beau dessin. Et quand nous on est allé faire les photos, tout venait d'être repeint comme tout exprès. On distingue la maison voisine parce que tous les gens se connaissaient et donc il y avait une clôture extérieure, une haie qui clôturait l'extérieur, mais à l'intérieur toutes les maisons communiquaient. Mais maintenant il y a eu des ventes, il n'y a plus les propriétaires d'origine et donc la maison Bachelot et celle des voisins est une dernière où ça circule. Donc l'auvent qui permettait donc de communiquer avec le garage, où on note aussi de nouveau cette horizontalité blanche qui est mise au-dessus des portes et qui reprend un peu le motif de la corniche. La chambre parentale, 17 mètres carrés, qui ouvre sur le jardin, les parties de chambre sont moquetées. Elle est séparée des blocs chambres des enfants. Il y avait 3 enfants, donc il y avait trois chambres par un espace de salle de bain, la salle de bain des parents et la salle de bain du fils aîné. Le couloir est assez resserré et les chambres des enfants étaient plutôt modestes. Alors cette pièce qui se trouve du côté des chambres, qui est l'atelier couture et repassage de Madame Bachelot. Donc moi, quand j'étais adolescente, j'ai fréquenté cette maison parce que je connaissais les Bachelot et c'était la seule chose dont je me souvenais de la maison et ça m'avait beaucoup marqué. Et quand je pensais à une maison, je me disais, moi, j'aurais bien aimé, alors je suis pas une repasseuse ni une couturière, avoir un espace comme ça. La maison Bachelot a été labellisée patrimoine, label 20e là en février et donc Madame Bachelot, quand on y est allé, était très fière de nous montrer le panneau, la plaque qu'elle venait de poser avec son fils. Et donc ça nous permet aussi de voir un détail de cet enduit qui est assez rustique, assez grossier et qui est assez en contraste avec avec le reste des lignes. Alors, je croyais qu'il fallait parler que des maisons, que 20 secondes que de la maison de l'architecte. Donc, je n'ai pas présenté l'œuvre de ce monsieur qui a beaucoup construit et qui était présenté là en première photo devant ce qu'il considérait comme ses chefs-d'œuvre, le Zénith de Toulouse, qui a été détruit après AZF à Toulouse et qu'on n'a pas pu protéger et sauver. Voilà.